Bonjour et bienvenue tout le monde à ce webinaire. Je m'appelle Corinne Vachon-Croteau. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de la Semaine québécoise de la paternité. Alors aujourd'hui, on va parler des milieux de travail et de l'engagement paternel pour une culture qui est plus inclusive de ces différentes réalités-là. Puis pour discuter de tout ça, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Raymond Villeneuve, qui est directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité, qui est l'organisme, en fait, qui porte la Semaine québécoise de la paternité. Bonjour Raymond. Bonjour. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Francis Letourneau, qui est coprésident de Protec Construction, une entreprise qui a décidé de s'engager en matière de conciliation famille-travail. Bonjour Francis. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien toi-même. Yes. Excellent. Donc, merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. C'est le fun de discuter de paternité, mais aussi de coparentalité avec deux hommes, deux papas, même si je peux me permettre de dire, pour amener, je dirais, une autre perspective à nos milieux de travail. La Semaine québécoise de la paternité cette année, la thématique, c'est faire équipe pour que toute la famille y gagne. Puis pour qu'on puisse vraiment faire équipe, les coparents ensemble, bien, je pense que ça prend l'implication de différentes sphères de notre société, y compris les milieux de travail. Donc, c'est pour ça que Concilivie avait envie aujourd'hui, dans le cadre de la semaine, de proposer ce webinaire-là pour qu'on puisse amorcer des discussions, des réflexions pour favoriser la coparentalité. Alors, on se lance justement, Raymond, pour parler de la coparentalité. Mais premièrement, c'est quoi la coparentalité? De quoi on parle exactement? Puis, comment ça transforme la façon dont les pères conçoivent et vivent leur rôle aujourd'hui? Super, très bonne question. Merci Corinne, merci de l'invitation. Ben, la coparentalité, c'est un mot, ça a l'air un peu du jargon, ça a l'air un peu technique, là, mais tout ce que ça veut dire, c'est le faire équipe. Comment est-ce que l'équipe de parents travaille ensemble pour s'occuper des enfants puis se partager les responsabilités familiales? C'est ça que ça veut dire, c'est tout simple, mais en même temps, c'est plein d'affaires. Ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que la coparentalité, qu'on soit ensemble ou séparés ou une famille recomposée, il y a aussi de la coparentalité, qui est une famille avec deux pères, deux mères, il y a aussi de la coparentalité. Donc, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on regarde l'équipe de parents qui sont autour des enfants, qu'on regarde comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble pour soutenir les enfants. Une autre affaire aussi que je trouve bien intéressante pour réfléchir à la coparentalité, c'est tout simple aussi, c'est ce qu'on appelle les quatre dimensions de la coparentalité. Parce que souvent, dans notre tête, on pense coparentalité égale partage des tâches. Oui, il y a partage des tâches, mais il y a d'autres choses aussi. Parce qu'on est des humains, on est en relation. Fait que c'est le fun juste de déplier un petit peu ça puis de regarder qu'est-ce qu'il y a dans la coparentalité. Comme on dit, point numéro un, bien sûr, partager des tâches. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Comment on s'organise? Mais pour réussir à faire ça, ben, il faut communiquer, il faut se parler. Puis se parler, ça ne veut pas juste dire j'ai dit ce que j'avais à dire. Tu sais, ça veut dire écouter l'autre, puis les deux ensemble, essayer de trouver le meilleur chemin pour y arriver. Puis ça a l'air une évidence comme ça, mais dans la vie, vous le savez, c'est toujours un défi dans le quotidien. Troisième élément, c'est aussi la cohérence parentale. Les deux parents, il faut qu'ils se parlent pour s'entendre, pour qu'ils envoient un message clair aux enfants. Parce que s'il y en a un qui dit A, puis l'autre qui dit B, c'est sûr que c'est pas bon pour les enfants. Et finalement, le dernier point que moi j'aime vraiment beaucoup, qu'on oublie des fois, même les meilleurs parents du monde, c'est la reconnaissance de l'autre, de la contribution de l'autre parent. Tu sais, on court comme des fous, tout le monde, on est débordé et tout ça. Puis, on prend, je pense, pas assez souvent le temps de dire hey, t'es un bon père. Hey, t'es une bonne mère. Puis, quand on fait ça, là, la part du temps, le cœur nous fort, on a les petits yeux tout mouillés, parce que ça fait du bien. Parce que nos enfants sont importants, notre famille, on travaille très fort là-dedans. C'est d'être reconnu là-dedans, c'est absolument essentiel. Fait que pour les pères, de plus en plus, c'est ça qu'ils veulent vivre. Les jeunes pères avec leurs enfants, ils veulent s'impliquer, ils veulent être là pour leurs enfants, pour leurs conjointes, pour leurs conjoints. Mais il faut réfléchir parce qu'il y a souvent des défis là, dans tout ça. Fait que c'est un grand sujet, la coparentalité.
Hey, c'est vraiment intéressant, Raymond. Merci. Ça met super bien la table, je pense, pour la suite des discussions. Tu l'as bien abordé, la coparentalité. C'est une nouvelle façon peut-être d'analyser la parentalité. On t'a bien nommé aussi l'évolution des désirs des pères d'être impliqués puis tout ça. Francis, de ton côté, est-ce que tu sens cette évolution-là du rôle du père dans ton milieu de travail? Ben oui, c'est clair. Puis je pense un peu. Puis juste avant, scandale à moi, Raymond, là, mais je ne savais pas que ça existait la semaine des paternités. Ah, ben là! Très heureux de savoir ça. Tape sur l'Internet, Semaine québécoise à paternité, tu vas trouver plein d'affaires. Ben ouais, bien content, c'est super le fun, belle initiative. Mais oui, clairement, on le voit beaucoup aussi, même aujourd'hui, la majorité des pères, en tout cas que moi je vois, oui, ils veulent plus s'impliquer, ils sont plus à la maison, ils prennent leur congé de paternité aussi. Fait que juste ça, c'est quand même une grande évolution depuis plusieurs années. Que je me rappelle, il y a quasiment peut-être une 15-16 ans, là, quand mon premier... Parce que nous, c'est une entreprise familiale, on est 3 fils, puis on vient de racheter mon père, ça fait 1 an. Mais quand mon frère avait demandé ça à mon père il y a 15-16 ans, de dire hey, je prendrais peut-être une semaine de paternité ou 2-3 semaines, il dit ouais, c'est pas toi qui accouche. Là. Il dit c'est correct que tu sois à l'hôpital une journée ou deux, mais après ça, va travailler. Ah ouais, fait que ça montre vraiment qu'il y a une évolution de la culture qui s'est faite là, en quelques années, en fait. Là. Ce que tu parles, c'est il y a 15 ans, puis j'imagine qu'aujourd'hui, ben, c'est possible quand on travaille chez Protec de prendre un congé de paternité. Là. Oh oui, c'est clair, c'est clair. C'est même encouragé, en fait. C'est sûr, tu sais, mon père aussi, là, il a évolué au cours des années, mais ça reste que ça change quand même rapidement quand dans cet esprit-là, surtout dans le domaine de construction qui est quand même, on peut dire des préjugés, là, mais que c'est quand même plus difficile de dire, ben oui, je prends mon rôle de père, tu sais, puis je m'affirme, puis je vais être là avec mes enfants, ben c'est sûr que oui, ça a grandement évolué, puis on est bien content de ça. Hmm. Raymond, à ton avis, pourquoi c'est important que les milieux de travail fassent partie de l'équation quand on parle de paternité et de coparentalité? Ben, c'est sûr que dans une semaine, on passe quand même pas mal de temps au travail. Mhm. Si on ajoute en plus le temps de déplacement, c'est sûr que tes conditions de travail, tes horaires de travail, ils ont un impact énorme sur ta vie de famille. Ça, on le sait tout le monde. Puis peut-être ce qu'on oublie des fois, c'est que la conciliation famille-travail de un a une super grande influence sur la conciliation famille-travail de l'autre. Tu sais? Puis soit on voit comme si c'était des affaires séparées, condition, mais c'est pas vrai. C'est tout relié ensemble. Puis ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de gardes partagées. Ah, maintenant, au Québec, là, dans la majorité des situations où les parents se séparent, il y a une garde partagée. Fait que là, la semaine où le gars, il a l'enfant à 100%, ça pose des défis. Ce qu'on ne sait peut-être pas non plus, c'est qu'une famille monoparentale sur 4 est dirigée par un homme. Donc, des pères monoparentaux, ça existe. Il y en a 100 000 au Québec. Fait que toutes ces personnes-là, si tu es trop rigide, ça ne fonctionnera pas. Puis, les pères qui aiment leurs enfants, les pères veulent que leurs enfants soient heureux, les pères souhaitent d'avoir une belle relation avec leur conjointe, leur conjoint, là, ils veulent être heureux dans la vie. Fait que de plus en plus, ils s'approprient ça, puis ça devient même des facteurs pour choisir un emploi. De plus en plus, on le voit, les jeunes, là, ils magasinent, puis ils disent, hey, là, ils vont te poser des questions pour savoir est-ce que je vais être capable d'aller chercher mon enfant en garderie et tout ça. Fait que je pense qu'il faut penser à ça aussi. Puis si on veut garder nos employés motivés, heureux, performants, je pense que c'est des éléments absolument essentiels. Puis notamment, on le voit dans toutes les études des milieux de travail à prédominance masculine, comme le disait Francis, des fois, il y a encore un petit peu des préjugés. Là. Ça fait qu'il y a du travail à faire, mais la jeune génération, là, comme Francis, qui ont des jeunes enfants, ben, ils disent ben, peut-être qu'il faut faire quelque chose. Là. Puis dans la vie, travailler, c'est important, mais il n'y a pas juste ça. Ah, effectivement, puis nos données le démontrent bien, là, ce que tu disais par rapport au choix d'un emploi. Dans notre dernière étude Concilivie, on avait questionné les personnes qui avaient changé d'emploi, les parents et les personnes proches aidantes en emploi qui avaient changé au cours des 2 dernières années.
Puis je me souviens plus de la donnée exacte, là, mais c'est entre 80 et 85 d'entre eux, ils disaient que la conciliation, ça avait fait partie de leur choix. Là. Tu sais, c'était un élément important de leur choix. Quand on regarde au niveau de la satisfaction puis de la motivation, l'engagement de l'employeur, ça a un impact important pour plus de 80 des répondants à nos sondages aussi. Fait que, tu sais, ce que tu dis, on le constate aussi de manière générale quand on regarde du côté des employeurs. Fait que Puis ce c'est que vraiment intéressant. j'ajouterais, Oui. c'est aussi que l'employeur, c'est sa responsabilité de donner avant l'employé. Des fois, j'entends des employeurs, ils disent: Ouais, mais mon employé ne m'en donne pas. Oui, mais toi, tu en donnes-tu? Sinon, ben, c'est comme un parent et un enfant, dans le sens de si le parent essaye jamais d'aider l'enfant, l'enfant ne sera pas porté à aider le parent non plus. Mais en entreprise, tu es le parent, entre guillemets, l'employeur. Tu dois donner des avantages, tu dois aider l'employé, tu dois les faire évoluer, puis eux autres, ils vont grandir à travers ça, mais ils vont vouloir aussi aider l'entreprise tantôt, tu sais. Fait que je suis 100% d'accord, Raymond, avec ce que tu dis. De tous les avantages, nous, on est positionné beaucoup aussi dans le mieux-être. C'est pour ça qu'on est avec Concilivie. Mais c'est beaucoup, entre guillemets, d'argent qu'on pourrait juste dire on ne fait plus rien de tout ça, puis on continue à travailler, qui ne serait pas grave à très court terme, mais c'est toute la rétention d'employés. J'étais à 98 de rétention. J'ai des CV Quand comme ça même. se peut pas quand que je fais des demandes d'emploi, des embauches. Les gens, ils réfèrent du monde. Mais tu sais, c'est tout ça qu'il faut que tu comptes. C'est de l'argent investi. Ton employé va être investi, va vouloir évoluer, il va rester. Fait que c'est juste bon de concilier tout ça ensemble. Ah, tellement. Puis, tu sais, sur la fidélisation, c'est le fun que vous le remarquez parce que c'est ça aussi que les données disent, que quand l'employeur est ouvert, ben les gens vont rester à l'emploi. Je pense qu'on est vraiment dans une dynamique gagnant-gagnant. Puis, c'est super inspirant la façon dont tu l'amènes parce que des fois, je pense qu'il y a des employeurs qui attendent peut-être d'avoir des employés investis puis engagés pour leur permettre d'avoir accès à des mesures de conciliation. Alors que ce que tu nommes clairement, c'est que ben, ça devrait peut-être être l'inverse parce que l'engagement de l'employé va être là. Donc, je trouve ça super intéressant. Puis justement, par rapport à la posture de Protect, tu l'as dit, vous êtes engagé avec Concilivie, vous avez le SAU, vous avez fait la démarche, vous êtes donc engagé en matière de conciliation famille-travail, tu parlais de santé, mieux-être. Ça a été quoi le déclic chez vous? Comment vous avez fait cette transition-là dans votre organisation en ayant peut-être, tu parlais tantôt de ton père qui avait évolué, mais comment la transformation s'est faite chez vous pour devenir un milieu qui est peut-être plus conciliant qu'il l'était? C'est beaucoup de. Tout part de l'intention. Puis, tu sais, mon père, il y a 33 ans, quand il a bâti l'entreprise, son intention était de faire grandir les gens autour de lui, puis lui-même grandir. Puis nous, les trois fils, en reprenant l'entreprise, c'est le même esprit qu'on veut avoir. Fait que ça fait des années qu'on évolue à se dire ça. Comment est-ce qu'on peut se faire grandir les autres autour de nous? Puis avant, on le faisait, mais on n'en parlait pas. Parce que là, tu sais, on se positionne quand même dans le mieux-être en construction. Là. Fait que on n'avait pas peur, mais tu sais, on se disait, ouais, là, si on affiche ça, pas sûr que le monde va aimer ça, puis ils vont se rallier à ça. Mais on a quand même un gros déclic. On a été faire de Business Mastery de Tony Robbins. Je ne sais pas si vous le connaissez, là, mais en tout cas, c'est un grand coach philanthrope américain. Là. Puis c'est comme 5 jours très intenses que tu es formé. Puis là, il te fait voir des croyances limitantes que tu as, puis tout ça. Puis on était les 4 ensemble. Puis en revenant de ça, c'est là qu'on a dit, ouais, dans le fond, positionnons-nous comme nous, on le veut, comme on est vraiment. Puis les gens qui aiment ça vont venir vers nous. Puis ceux qui n'aiment pas ça, c'est correct qu'ils ne viennent pas vers nous. On ne cherche pas ces gens-là non plus. Fait que je pense que cette transition-là a commencé beaucoup avec ce changement-là. Tu sais, on est des gens qui se font former
autant dans le développement personnel qu'en entreprise, tout le temps, puis régulièrement. Fait qu'on aime ça, voir des nouvelles façons, puis de trouver justement des éléments qui nous font grandir, qui nous font évoluer comme individus. Fait que là, quand on a regardé des certifications ou quoi que ce soit, mais on a vu que Concilivy, c'était vraiment quelque chose qui nous ressemble. Puis que c'est plate à dire, mais des fois, il y a des certifications qui c'est tellement protocolaire que là, tu es obligé de faire beaucoup de gestes que tu n'aimerais pas nécessairement faire ou qui n'ont aucun sens dans ton entreprise, mais tu es obligé de les faire. Puis ça, on n'a pas senti ça avec vous. Fait qu'on a trouvé ça formidable. La belle certification, le saut Concilivy, c'est super cool. Là. Ah, ben génial. Puis ce que je retiens aussi de ce que tu nommes, c'est que dans votre organisation, vous faites aussi le choix de mettre l'humain au cœur. On voit qu'il n'y a pas cette distanciation-là entre le travailleur puis son volet humain. On sent que c'est considéré puis que c'est intégré. Fait que je pense que c'est quelque chose de très porteur. Merci du partage. On poursuit. On parlait tantôt des freins, des stéréotypes qui sont encore persistants. Francis, vous œuvrez dans le secteur de la construction, on l'a nommé depuis tantôt, un secteur qui est vraiment à prédominance masculine. J'imagine que vous êtes en contact avec d'autres organisations qui ne sont peut-être pas rendues aux mêmes réflexions que vous avez eues dans l'organisation. C'est quoi les obstacles ou les réflexes que tu entends encore dans ton secteur ou dans d'autres industries à prédominance masculine qui peut être encore présent quand un père veut prendre plus peut-être sa place dans sa famille malgré son emploi? Oui, ben tu sais, c'est encore, je pense, c'est encore présent, ce sentiment-là de pourvoyeur, entre guillemets, là, du père, de moi, je travaille parce que je vais faire vivre plus la famille. Oui, souvent, la mère travaille, mais on voit quand même, tu sais, les salaires dans la construction, c'est quand même des très bons salaires aussi. Fait que souvent, c'est cette personne-là qui est vue un peu de cette façon-là, de gars, moi, je travaille, puis je vais tout faire pour que ma famille soit bien, mais qu'on se laisse de côté comme individu, comme père, mais pour toutes les autres, là, pour les enfants, pour la famille, pour le beau-père, pour n'importe qui, sauf nous-mêmes. Fait que je pense que c'est le plus gros frein que je vois dans l'industrie, parce que c'est pas que ça se fait pas, ça se fait dans toutes les industries, c'est possible de le faire, mais je pense que c'est nous-mêmes, ce que je parlais un peu tantôt des croyances qu'on a face à nous, c'est la chose qui te freine le plus dans ta vie ou dans les entreprises, de voir que, bon, mais lui, même s'il a un rôle plus important ou il est surintendant ou peu importe, oui, il a son travail à faire, mais il a quand même sa vie aussi à côté. Puis ça, je pense, Raymond, tu vas être un peu d'accord avec moi, là, mais moi, je vois, on parle souvent conciliation famille, travail, famille, mais pour moi, c'est une chose. C'est pas deux choses. T'es au travail, t'as ta famille, t'es à la maison, t'as le travail pareil. J'ai beau dire, pense pas au travail chez vous, puis pense pas à ta famille au travail. Ça se fait pas réellement, ce geste-là. T'sais. Fait qu'il faut voir l'individu comme un humain, justement, puis lui, il a plein de contraintes dans sa vie professionnelle. À cette heure, comment est-ce que, comme équipe, on est capable de dire, ben ça, moi, en entreprise, j'ai cet enjeu-là, ben toi, en personnel, tu as cet enjeu-là. Comment est-ce qu'on peut juste travailler ensemble pour trouver la meilleure solution pour tout le monde? Puis si je peux me permettre, une de nos valeurs, c'est la bienveillance. Puis moi, dans la bienveillance, je parle tout le temps du triangle, qui est la pointe en haut, c'est nous, c'est soi-même. Fait qu'il faut que tu penses à toi, parce que si tu fais juste penser aux autres, ben là, tu vas t'oublier, puis tu vas un moment donné vivre une crise parce que tu t'oublies. Après ça, tu as l'autre, qui est la bienveillance envers les autres. Il faut aussi que tu penses aux autres personnes, à c'est quoi sa situation, qu'est-ce qu'il vit. Mais là, on est en entreprise. Fait que tu as aussi l'entreprise qui a un jeu là-dedans. Fait que quand je parle à mon équipe, je parle toujours de ça, de la décision que tu dois prendre, là, laquelle est la meilleure pour toi, pour l'autre, puis pour l'entreprise. Si cette décision-là, on pense comme ça tout le temps, ben, on va toujours prendre les meilleures décisions pour le travail d'équipe au complet. Oh, c'est super inspirant, vraiment. Je serais curieuse de voir, Raymond, comment ça fait écho à ta perception aux stéréotypes qui sont encore
présents dans le monde du travail ou dans d'autres sphères, puis qui peuvent peut-être ralentir le changement pour permettre aux pères de prendre cette place-là? C'est drôle parce que moi, j'ai donné beaucoup d'entrevues cette semaine pour la Semaine québécoise de la paternité. Puis ça, c'est des questions qui revenaient souvent parce que, comment je faisais, les stéréotypes, on n'aime pas ça à dire qu'on en a. Tu sais, Ouais. moi, là, je suis ouvert, puis j'ai pas de limite et tout ça. Mais personne n'a pas de stéréotypes. Tu sais, ça se peut pas. On est des humains. Ça fait qu'on a tout dans la tête un peu une conception de c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, c'est quoi un père, c'est quoi une mère. Puis les hommes comme les femmes, on porte ça. Ça veut dire qu'on le porte dans notre vie au quotidien. On dit, ben, elle a fait ça parce que c'est une femme, moi je fais ça parce que je suis un homme. Fait que là, ça nous met comme des limites. C'est toi qui parlais des limites. Fait qu'on a comme des idées qui vont nous limiter. Et dans les milieux de travail, là aussi, il y a des conceptions. C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? Ta, 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 ta. Fait que là, on est comme pris là-dedans. Puis on aime à se dire que dans le fond, ça c'était l'ancien temps, maintenant on n'a plus, mais je pense qu'il faut juste les reconnaître, ceux qu'on a. On a tous des biais, on n'est pas neutre là-dedans. On a eu un père, on a eu une mère, on a eu une blonde, on a eu des expériences personnelles. Puis ça teint tout ça, puis on porte ça. Fait que je pense que la sagesse, c'est juste dire, ah oui, c'est vrai. Dans le fond, moi, je pense que je devrais plus faire ça et tout ça. Puis la grande question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que ça me limite? Est-ce que mes stéréotypes font que, dans le fond, je vais moins caresser mon petit gars, je vais moins le flatter, je vais moins lui frotter à la tête, tout ça? Si c'est ça, c'est un peu poche. Tu sais, ça t'empêche de faire de quoi? Fait que je pense qu'il faut réfléchir à ça. L'autre élément en prolongement de ça, je pense qu'il est bien, bien important, c'est qu'il faut reconnaître que en société, encore maintenant, quand on pense famille, on pense encore plus maman que papa. Et nos programmes de services, nos politiques publiques, nos messages de société, la recherche qui se fait sur la famille est beaucoup plus orientée vers les mères que les pères, ce qui fait que la pression sociale des responsabilités familiales souvent est davantage mise sur les mères, leur met plus de pression et ça aussi, ça crée comme un déséquilibre. Ce qui fait que d'une part, on dit on veut l'égalité, 50-50, mais d'autre part, souvent, sans le vouloir, on dit le parent le vraiment important, c'est la mère. Fait que là, ça envoie des messages mêlés. Deux, les gars et les filles, souvent, sont mêlés aussi. Les filles se sentent coupables, les filles se sentent responsables. Les gars, ils peuvent se dire, dans le fond, c'est vrai que je ne suis pas si bon que ça. Dans le fond, je suis bien moins compétent que ma blonde. Ma blonde est bien meilleure. Puis là, on finit tout le monde ensemble, les individus, la société, les services, les annonces, les téléromans, par se pogner là-dedans dans quelque chose qui nous limite, puis qu'on ne veut pas vraiment, dans le fond. Tu sais? Parce que tout ce qu'on veut, dans le fond, c'est d'être le mieux possible, vivre une belle vie, que nos relations amoureuses soient belles, que nos enfants se réalisent et tout ça. Mais il y a comme plein de pièges là-dedans. Puis des fois, on fait l'erreur de dire on est en 2026, tout est réglé. Ben, pas tout à fait. Il y a encore de la job à faire. Ah oui, tu as raison. Puis, tu sais, je pense que des fois, ça peut être subtil dans des discours qu'on peut avoir ou des questions qu'on peut poser. Tu sais, par exemple, si on entend encore, tu sais, est-ce que ta femme ne peut pas s'occuper des enfants? Je pense que ça peut avoir quand même un impact dans la perception qu'on va induire après. Tu penses qu'on l'entend, Raymond, encore, ça, dans le monde du travail? Moi, mais je suis sûr que c'est là encore. Puis je me permettrais un petit truc dans le prolongement, je pense, qui est particulièrement important dans le milieu de la construction aussi, c'est toute la question de la demande d'aide. On sait que ça, c'est hyper documenté. Là, je pourrais vous donner des camions remplis d'études, des trains, des entrepôts. Pour beaucoup d'hommes, c'est encore tough de demander de l'aide. Puis dans le milieu de la construction, tu as beaucoup de gars, tu sais, qu'eux autres, ils veulent être forts. Tu sais, puis souvent, là, il y a quelque chose qui est travail, notamment lors d'une séparation. Souvent, c'est ça le déclencheur des crises personnelles. Puis, si on peut être un petit peu plus à l'écoute de cette douleur-là, cette détresse-là, de ce désarroi-là que les pères vont vivre lors des séparations, je pense qu'on ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gains. Tu sais, puis l'idée de normaliser la demande d'aide, puis de dire c'est cool de demander de l'aide. À un moment donné, il y avait un slogan au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui était tellement bon, c'était faut être fort pour demander de l'aide. Ah, Hein? C'est pas de la faiblesse, c'est de la force.
Puis ça, c'est une culture de milieu, c'est une culture d'entreprise. Quand tu as un problème, Bodé, viens me voir, on va essayer de faire quelque chose. À Québec, il y a Autonomie, ils ont fait un programme extraordinaire. Ils vont faire des partages de pairs, d'hommes en entreprise. Puis là, ils font des partages, puis après ça, il y a comme 20 gars qui vont au service d'aide aux employés parce que là, leur cœur a été touché, là, tu sais. Fait que, tu sais, de le nommer, de laisser cette ouverture-là. Puis surtout, si on parle de séparation, donc on parle de paternité, on parle de coparentalité, on parle de lien avec les enfants, on parle de conciliation famille-travail. Et c'est souvent un moment de crise, hein, la séparation conjugale, qui est très, très difficile. Fait que je pense qu'il faut être attentif à ça, aussi à la détresse, au désarroi des hommes, puis socialement leur permettre aussi de puis valoriser la demande d'aide. Et Raymond, c'est tellement vrai ce que tu dis, là. Quand tu demandes de l'aide, on dirait que les gens voient ça comme une faiblesse. Puis c'est tellement difficile parfois de demander, de dire, hey, j'aurais besoin d'un coup de main, parce que justement, on dirait que, oh non, moi, je suis fort, j'ai porté tout, je me suis toujours arrangé tout seul, ça a toujours marché. Ouais, ça a toujours marché, mais es-tu obligé d'avoir ça si difficile que ça, même si ça a toujours marché, tu sais? Puis encore, je reviens là-dessus, comme employeur, c'est une des choses qu'on doit faire aussi parce que la majorité, en tout cas dans mon milieu, ne demanderont jamais de l'aide. Fait que si moi, je ne suis pas attentif, puis que lui, je dois le confronter, puis dire oui, tu as besoin d'aide, puis je vais t'aider, il me dira jamais ouais, c'est vrai, tu as raison, là, ça me ferait du bien de me faire aider. On est encore. Puis moi-même, là, je veux dire, c'est dur de demander de l'aide. Moi-même, je sais que je suis habitué là, comme personne de dire, gars, je vais m'arranger. Moi, je sais que je vais trouver une solution, mais je vais m'arranger. Mais d'un, quand tu es conscient de ça, c'est déjà plus facile. Puis après ça, ben, faire des petits gestes que tu peux dire, bon, ben là, je vais demander de l'aide pour une petite chose. Mais plus tu es capable de demander de l'aide des petites choses, tu vas être capable tantôt aussi. Mais je pense que comme employeur, d'être attentif vraiment aux gens autour de nous, qui est lui, là, ça fait une couple de fois, je l'entends dire des choses où il semble pas bien, ben prends-les le temps, puis parle-y, puis oui, pas que c'est long, mais oui, tu vas investir du temps avec cette personne-là, mais nous, comme entreprise, c'est comme moi, c'est pas un rêve, là, dans le sens, je veux aussi aider les autres autour de moi. Fait que je trouve ça le fun, puis je veux prendre ce temps-là avec eux. Mais je sais que des fois, c'est juste plus facile. Tu fermes les yeux là-dessus. Il m'a pas demandé d'aide. Il y en a peut-être de besoin, mais il me le demande pas. Fait que je vais continuer à travailler, faire mes choses. Mais je pense qu'on a une responsabilité pour justement amener que les gens comprennent que de l'aide, c'est correct là, d'en avoir. Il faut que ce soit bien vu. J'aime ça ton slogan du Saguenay. Ah oui, absolument. Puis, tu sais, je pense que les employeurs, tu nommes bien, Francis, ils ont un rôle à jouer. Puis, des fois, le rôle, ça peut être le référencement aussi. Tu sais, quand on accompagne avec le sous Concilivie, ben, il y en a des organisations qui mettent en place, par exemple, un programme d'aide aux employés. Il y en a d'autres que, bon, ben, financièrement, ils ont décidé de mettre leurs sous ailleurs, puis c'est correct. Par contre, il est possible d'avoir des références communautaires gratuites dans son secteur qu'on peut s'identifier, avoir une petite liste, puis en cas de besoin, on peut référer notre employé aux bonnes ressources au bon moment. Des fois, ça facilite le passage à l'action. Sur notre site web Concilivie, on a d'ailleurs monté il y a quelques années un répertoire des ressources communautaires et gratuites qui permettent de soutenir différentes réalités familiales. Il y a même un moteur de recherche pour pouvoir aller trouver selon des thématiques. Est-ce que j'ai besoin d'aide parce que je joue le rôle de proche aidant? J'ai des jeunes qui sont en petite enfance ou des ados. Fait qu'il existe des ressources comme ça qu'on peut partager aux employés au bon moment qui peuvent faire aussi la différence. J'aurais peut-être envie, juste avant de passer au levier, peut-être Raymond, tu pourrais nous dire juste un tout petit mot sur le réseau des maisons oxygènes, si jamais il y a des papas qui nous écoutent. Écoutez, il faut tellement le savoir. Au Québec, on a un trésor national qui est unique au monde. Hein? Je le répète, unique au monde. C'est des maisons d'hébergement père-enfant. Puis là, on va dire hébergement père-enfant, pourquoi ça? On ne sait jamais quand notre vie va partir. Les gars qui sont dans les maisons oxygènes avec leurs enfants, là, il n'y en a pas un qui disait, moi, mon projet de vie, c'est d'aller dans une maison d'hébergement père-enfant. Sauf que
perte d'emploi, séparation, dépression, santé mentale, consommation. Il y a plein d'affaires qui peuvent arriver dans la vie, pas prévues, que tu n'attendais pas. Puis on a toutes des vulnérabilités. Tout le monde a des limites. Tout le monde, on peut arriver à un moment donné et être plus capable. Et ça, c'est une idée extraordinaire. C'est que ça peut arriver que le père, pendant 3 mois, 4 mois, il a besoin justement d'avoir une place où se déposer pour vivre sa crise, avoir de l'accompagnement vers les ressources, vivre une transition. Mettons, tu vis une séparation difficile, il y a une garde partagée, c'est pas facile. Et ça, il y en a 24 maisons différentes au Québec. Tapez Réseau Maison d'Hygiène, vous allez le trouver. C'est pas dans toutes les régions du Québec, mais quasiment. Et ils font aussi de l'aide en externe. Vous pouvez appeler et dire là, je file vraiment pas. Là, je vois tout en noir. Là, ça marche pas. Là, je vois plus. Là. Eux autres, ils savent, ils connaissent la demande d'aide des gars. Ils savent que des fois, le gars, il peut demander, dire quelque chose puis penser le contraire en même temps pour se protéger. Ce qui fait que ça, c'est vraiment un trésor national extraordinaire. Donc, Réseau Maison d'Hygiène. Parce que ça peut arriver à tout le monde à un moment donné de passer une période difficile. Puis souvent, s'il n'y a pas les maisons d'hygiène, ben c'est le placement des enfants. Ça peut arriver, tu sais, les pères monoparentaux, il y en a, ça peut arriver que la mère a meurt, ça peut arriver que la mère a vécu une dépression. Il y a plein d'affaires qui arrivent dans la vie. Fait que ces ressources-là sont vraiment super précieuses, là. Puis moi, je les connais très, très bien, alors je vous les recommande chaleureusement. Merci Raymond. Mon Dieu, c'était profond. Si la mère meurt, OK, c'est vrai que ça arrive, mais on ne le souhaite pas. Je dis ça parce que je l'ai vécu dans une maison d'hygiène. Je suis arrivé, puis là, le père, il avait 5 enfants entre 0 et 6 ans. Sa mère, sa conjointe, est morte du cancer. Fait qu'il y avait 5 enfants à s'occuper. Fait que je ne sais pas si vous savez, mais la maison d'hygiène, là, a été vraiment importante. Donc, ce n'était pas un exemple fictif. Là. J'avais vraiment, je me souviens de la tête du gars, là. Puis dans la vie, il arrive toutes sortes d'affaires. Puis j'étais comme, mon Dieu, là. Sinon, écoute, il explosait, ce gars-là. Là. Je comprends. Ben, merci pour ce partage-là. On s'en va dans quelque chose de plus léger. Même si c'est important, je pense qu'on prenne le temps de le placer. France, je serais curieuse de savoir, dans votre milieu de travail, là, si on parle des leviers, des choses qui ont été mises en place, qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour soutenir les pairs en termes de mesures? Là? Quelles actions vous avez mis en place chez Protect pour soutenir la conciliation dans un secteur peut-être plus atypique pour la conciliation? Oui, effectivement, il y a plein de mesures. Je dirais, c'est quasiment pas une mesure, là, mais dans le sens, la principale chose pour moi, c'est l'intention de l'entreprise ou de la direction, peu importe comment on l'appelle, cette intention-là de dire est-ce qu'on veut que les gens aient une belle qualité de vie? Quand tu as cette intention-là, ben parce que là, on a beau avoir notre charte là, que vous avez vu, notre charte mieux-être, qui est comme tout par rapport à qu'est-ce qu'on fait. Tu as beau avoir ça, mais la réalité, là, c'est que c'est pas noir ou blanc là, dans la vie. Même j'ai un règlement qui dit ça, nous, on donne ça, mais là, Claude, il a besoin de plus, il a besoin peut-être de moins, mais que c'est différent d'être capable de s'adapter dans ton milieu par rapport à toutes les conditions de tout le monde, parce que le monde, ils sont tous différents, ils ont toutes des réalités différentes. Fait que oui, l'intention est de structurer ça, parce que sinon, tu sais pas qu'est-ce que tu as. C'est une des merveilleuses choses aussi que vous avez faites avec nous, de structurer ce qu'on offre, là, au lieu de juste en parler, puis le monde y oublie. Là. Mais je te dirais, c'est ça, c'est l'intention, puis après ça, dans l'adaptation, c'est d'offrir ce que la personne a de besoin. Parce que oui, on offre des cours de gym, on peut réaliser des ateliers qu'on réalise les rêves des employés. Les gars qui ont justement leurs enfants une semaine sur 2, ils n'ont pas le même horaire la semaine avec des enfants que la semaine qui n'ont pas d'enfants. Bon. Fait on fait beaucoup de choses, mais au final,
les besoins évoluent aussi, puis les besoins de tous sont tous différents. Fait que, tu sais, on est 20 employés, on est quand même une petite entreprise, mais je suis certain que ça se fait garder ça aussi quand tu grandis Oui. en entreprise. C'est juste que l'intention doit être réelle de est-ce qu'on veut que les gens, au final, aient une belle qualité de vie? Puis si oui, ben, c'est d'adapter tout par rapport à ça. Puis encore une fois, dans mon triangle de la bienveillance, faut pas juste donner à l'employé tout ce qu'il veut non plus. C'est pas juste ça, la conciliation, parce que si j'y donne tout, il perd sa performance, je perds de l'argent, mais là, il va perdre sa job. Fait que c'est pas mieux, au final, de faire ça. C'est de voir ensemble c'est quoi dans le triangle la meilleure solution pour tout le monde, pour chacune des solutions. Fait que je dirais que c'est l'horaire pour les pairs, c'est l'horaire qui peut s'adapter, peu importe ta situation. Tu peux commencer plus tôt, tu peux finir plus tard. Tu sais, tu peux avoir un congé, tu as un rendez-vous au médecin avec l'enfant. C'est sûr, je vais te dire oui. Vas-y au docteur ou peu importe. Tu sais, on a un service de gardiennage aussi avec une éducatrice pour le stress là, des parents, là, parce que moi, je le vis comme parent. Là, souvent, ton enfant, il est malade régulièrement. Là. Mettons 0,5 ans, c'est le pire. Là. Mais Oui, sont malades, peuvent pas aller à la garderie, à l'école, ils ont des congés tout le temps pendant l'année, en des jours que tout le monde travaille. Tu n'as pas nécessairement un beau-père, une belle-mère qui peut garder non plus. Fait qu'on a une éducatrice qui est en plein stand-by, elle peut aller chez vous garder tes enfants pour que s'il se passe quoi que ce soit dans ta vie, ben, au moins tu sois capable. C'est surtout parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que des fois, oui, c'est correct, tu peux rester avec ton enfant, il y a un enjeu, il y a quoi que ce soit, puis tu peux te le permettre, tant mieux. Mais il y a d'autres fois, quand tu es dans des rôles un petit peu plus de direction, où tu as des responsabilités, bien là, il faut que tu joues entre j'ai la responsabilité de mon enfant, mais j'ai plein de rendez-vous, j'ai plein de responsabilités que je vais devoir déplacer. Là, il va falloir que je charge mon horaire d'une autre façon qui cause beaucoup de stress à beaucoup de monde. Fait que si tu veux rester avec ton enfant, reste avec ton enfant. Ça aussi, c'est correct. Puis nous-mêmes, même si les gens, mettons, sont en télétravail, ils disent ah oui, je vais travailler en télétravail avec mon enfant. À la place, je vais te payer, là, reste chez vous avec ton enfant, je vais payer, puis il se prend soin de lui, c'est ça que tu veux, c'est correct. Mais au moins, si tu es obligé de devoir rester à la maison parce qu'il est malade, en soi, tu n'as pas de rendez-vous, tu n'as rien, puis tu sais, des fois, c'est pas grand-chose qu'ils ont. Là. Ils ont une petite fièvre, puis tu peux pas aller à la garderie, ou ils sont en congé. Ils filent bien, mais ils sont en congé. Bon, moi, on a ce service-là aussi qui est offert à l'année. ben, c'est génial. Ça doit être très populaire, je peux imaginer, dans plusieurs contextes. Là. Je me replonge à l'époque où mes enfants étaient en petite enfance. Je l'aurais utilisé probablement, C'est ce ça, ouais. Tu service-là. sais, c'est pas l'intention, c'est pas de dire ne sois pas avec ton enfant. Non, non, C'est mais juste que justement, c'est stressant quand t'es parent, puis là, il est 2 heures du matin, oups, je fais quoi demain? Là? J'avais plein d'affaires de prévues. C'est stressant. Tu sais. mais ça donne des options. Je trouve que c'est ça qui est intéressant Exact. aussi, c'est de dire si tu veux prendre congé, prends congé, mais si tu as envie de venir travailler, parce qu'on s'accomplit aussi comme parent à travers le travail, ben voici, il existe une option alternative. Fait que je trouve ça super intéressant. Les horaires aussi répartis sur 2 semaines pour les cas de garde partagée. Mais ce que je retiens de ce que tu dis aussi, c'est basé sur les besoins des employés. Puis ça, c'est super important pour mettre en place les bonnes mesures. Raymond, au-delà des mesures concrètes, comme on vient de nommer avec Francis, qu'est-ce qui peut aider les pères à sentir qu'ils ont vraiment leur place comme parents, qu'on les considère? C'est intéressant, là, cette question-là, ça m'amène. À un moment donné, il y a Diane Dubois, une chercheuse, qui a ramassé toutes les études sur les besoins des pères au Québec. Elle a analysé pour essayer de voir c'est quoi les besoins des pères. Puis le premier besoin, c'est le besoin de reconnaissance. Tu sais, si je reconnais que tu es un parent à part entière, si je te reconnais vraiment comme père, par ta conjointe, par ton milieu de travail, par les environnements de service, ça, c'est vraiment, comme on dit, un game changer. Je ne te regarde pas pareil.
Puis il y a encore beaucoup de pères qui doutent de leurs compétences maintenant. Vous seriez étonné, hein, qui dit, dans le fond, je ne suis pas si bon que ça, puis comme j'aime ma blonde est meilleure, puis je ne sais pas trop comment faire. Fait que premièrement, on peut dire aux gars, ben, développez vos compétences. Hein? C'est comme, tu ne sais pas comment faire, apprends, puis va chercher de l'aide et tout ça. Mais le regard qui est porté sur toi, c'est tellement important. On vit dans le regard des autres, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, là, on dit, oh non, le jugement des autres, c'est pas important, mais c'est tellement important. Fait que la même chose, si l'entreprise, elle dit, ben écoute, ta paternité est importante, mon homme, là, ça change tout. Tu sais, tu vas sauver des heures et des heures de discussion. Puis ça, c'est pas juste de le dire, c'est de le sentir. Ça se sent. La personne, elle m'écoute-tu pour de vrai ou elle fait juste semblant? Es-tu en train de jouer dans ses papiers pendant qu'elle me parle ou vraiment elle arrête et elle m'écoute? Tu fais ça, là, puis tu changes tout. Moi, je dis toujours avec les pères, là, considérez-les comme des parents à part entière, puis vous allez les avoir. Ça va être vos meilleurs amis. Écoutez-les pendant 5-10 minutes. Laissez-les dire ce qu'ils ont à dire, vous allez connecter, puis après ça, ça va bien se faire. Là. Puis souvent, c'est ça, c'est le temps qu'on prend pas. Puis comme les gars, souvent, des fois, sont maladroits dans leur façon d'exprimer ce qu'ils veulent quand ils parlent des pères, ils sont pas trop sûrs qu'ils ont le droit. Fait que vous allez remarquer, là, souvent, ils se promènent. Puis là, ils font ça. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qu'il veut me dire? De quoi qu'il parle? Mais en fait, c'est qu'il teste, il avance, il recule, il avance, il recule. Puis quand tu connais ces mécanismes-là, tu fais juste être là, puis t'écoutes. Tu lui laisses le temps. Hein? Tu sais de quoi je veux dire, Francis? Oh, oui. Puis d'un coup, le gars, il atterrit. Puis après 10-15 minutes, il dit l'affaire. Puis tu dis, OK, bingo, parfait. Puis là, à partir de là, ce gars-là, c'est ton meilleur ami. Parce que tu l'as laissé venir, tu lui as laissé de la place, tu l'as reconnu comme personne. Puis si tu le reconnais comme père, ben ça change tout. Puis moi, je suis toujours aussi le truc magique avec les pères, là, c'est toujours ma fameuse phrase de Yvon Lemay, justement, intervenant à la maison Oxygène de Montréal. Puis lui, il y avait les pères les plus poqués, les plus maganés de la terre. Là. Quand tu arrives là, ça va vraiment pas bien. Puis il y avait une phrase magique qui a sauvé la vie, puis j'exagère pas, de plein de pères, de plein d'enfants en grande, grande, grande difficulté. Il les regardait avec sa grosse carrure d'intervenant, puis de gars qui a un cœur gros comme le monde, puis il disait au père, tu sais pas à quel point tu es important pour ton enfant. Hmm. Puis à partir de là, le gars, il se fait à brailler comme un veau parce que personne n'y avait jamais dit qu'il était important. Tu sais? Puis s'il le regarde comme étant important, il va se sentir plus important. Votre relation va être nourrie de ce respect-là, de cette mutualité-là. Fait que c'est ça. Moi, je suis toujours parler aux pères comme des parents, puis ils vont être là. Si vous leur parlez comme des enfants, ben là, ils vont dire, ben là, il me prend pour un épais, là, j'ai pas le goût d'y aller. Mais tu sais, quand tu as du respect, puis tu as une horizontalité, là, ce qu'on appelle dans les études, les gars vont être là. Les gars, ils aiment leur enfant, ils veulent jouer leur rôle. Puis soit ils savent qu'ils pourraient peut-être faire mieux dans certaines affaires et tout ça, là, mais le respect, l'ouverture, la reconnaissance, ça change tout, 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 tout. Et moi, il y a une chose que j'ai implantée en coparent là, avec ma conjointe, parce que je suis quelqu'un qui va moins parler naturellement que, mettons, ma conjointe, qui est un stéréotype, mais quand même qu'on voit souvent pour les hommes. Mais moi, ça fait peut-être plus 6 ans, peut-être qu'on fait ça. Là. On se prend un moment, là, c'est le dimanche soir, mais c'est un moment qu'on se partage la semaine de dire ben, comment je sens le couple, comment qu'on est, qu'est-ce qui serait amélioré. Juste que là, je le sais que c'est un moment que là, je vais parler puis je vais dire ce que j'ai à dire sans que ça sorte tout croche parce que là, tu es entre deux bains des enfants, tu fais du souper, là, c'est pas des moments propices à de la discussion. Fait que quand tu le mets cédulé, là, des fois, ça prend 5 minutes, puis des fois, ça prend 1 heure, dépendamment de ce qu'on a à parler. Mais au moins, on le sait que le dimanche soir, c'est comme notre moment de dire, bon, ben là, on se parle, je sais qu'elle va me dire des choses, ça, j'ai peut-être pas aimé ça, mais on pourrait améliorer puis faire ça à la place. Ben là, ça m'incite à parler et à dire des choses que j'aurais peut-être pas dit, qu'au final, bon, c'est pas grave, là, je me suis arrangé, ou c'est correct, j'en parlerai pas. Mais d'avoir des moments précis de partage, moi, en tout cas, ça m'aide à m'ouvrir plus à ma conjointe. Bravo, bravo.
Ah oui, vraiment, belle pratique coparentale, définitivement inspirante de s'instaurer ces petits moments-là dans notre quotidien, là, c'est super précieux. On continue avec le rôle des gestionnaires et des organisations. Les gestionnaires ont certainement un rôle important à jouer dans l'évolution des normes sociales puis de la culture organisationnelle. Comment vous voyez que ça peut prendre forme? Je vais commencer avec toi, Francis. Puis Raymond aussi, je vais t'inviter après à mettre ton chapeau de gestionnaire. Tu es directeur du regroupement pour la valorisation de la paternité, une organisation qui a le ça aussi. Fait que je suis vraiment curieuse de vous entendre sur le rôle qu'un gestionnaire peut jouer pour faire véhiculer cette culture-là favorable à la conciliation. Ben, clairement, le rôle comme gestionnaire ou comme leader, c'est énorme, là, dans le sens que c'est le changement, en tout cas pour moi, là, le changement va toujours venir en entreprise, là, l'actionnariat, le président ou la direction. Puis après ça, ben là, c'est tous les gestionnaires, les leaders qui suivent cette même intention-là, vision-là. Fait que chacun des gestionnaires a quand même son rôle de transmettre, mais surtout de lui-même évoluer. Parce que ce que je vois, le problème des fois, c'est qu'on veut que les autres s'ouvrent, on veut que les autres changent ou que lui devrait faire ça. Oui, mais toi, comme leader, comme gestionnaire, t'évolues dans quoi, là? Fait que si toi-même, tu évolues puis tu apprends à gérer mieux ton stress, à gérer tes émotions, à gérer tes horaires, à savoir ta vision dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux dans ta vie réellement, ben tout va commencer par toi. Puis quand tu es là-dedans, ben, tu es capable après ça de plus aider l'autre personne que lui aussi a un besoin. Ben, clairement, ça part tout de nous, de soi-même, parce que même dans les initiatives qu'on a faites en entreprise, ceux qui fonctionnent sont ceux que la direction s'implique. Fait que, on est 5 à direction, mais si on dit, hey, on fait un entraînement de groupe avec tous les employés, on en fait 2 par semaine. Il y en a un d'ailleurs qui est avec les familles, les conjoints-conjointes. C'est le mercredi soir, fait que, on a un entraîneur qui vient à notre gym. On voulait inciter aussi pas juste l'employé, mais sa famille aussi à participer à ça. Mais si on fait ça, on y va pas. Il n'y aura personne, même si l'intention est bonne. Ben, ça prend quelqu'un qui est là, puis là, il va en parler, puis là, on est 2, puis là, après ça, on est 4, puis après ça, on est 7, puis après ça, on est 12. Mais l'implication d'un gestionnaire est très importante dans ce qu'il fait, puis les initiatives qu'il donne et qu'il pense qui sont bonnes, fais-les. Tu vas le voir aussi, ils sont si bonnes que ça. De ton côté, Raymond? Ben, écoute, moi, ma réflexion, c'est toujours de dire, tu sais, on est un organisme qui travaille pour les familles, pour les pères, pour la coparentalité. Moi, je rencontre les ministres, je vais dans les médias pour dire que c'est important, la coparentalité, la conciliation famille-travail. Fait que si je ne le fais pas chez nous, j'ai un maudit problème. Exactement. Ça ne marche pas. Fait que ça, je pense qu'il y a quelques années que j'ai résolu ça. Ça veut dire que quand quelqu'un part en congé de paternité, quand une de nos employées tombe enceinte, on est content, on est heureux, puis on dit on travaille pour ça, pour la famille. Fait que si nos employés ont des enfants, ben c'est super. Puis quand un employé est malade, ben c'est la vie, tu sais, le moment donné, puis on s'adapte, on est toujours dans la flexibilité, dans l'adaptation. Ce qu'on a fait aussi, on est chanceux au RVP, on a un team. Là. Moi, je suis directeur général, puis j'ai une directrice générale adjointe qui est la responsable des ressources humaines, ce qui fait qu'on a comme une espèce de team de soutien aux employés. Puis c'est important, tu sais, la porte de Lynn, le téléphone de Lynn est toujours ouvert quand il y a quelque chose aussi, tu sais. Fait que, parce que des fois, moi, je suis comme ça roche, je suis parti à l'extérieur, il y a plein de trucs. Puis ça, je pense que c'est bien important, l'attitude d'écoute. Tu sais, puis que jamais les sans-employés, ils sentent qu'ils nous dérangent parce qu'ils ont un problème de conciliation famille-travail. Parce que le non-verbal, c'est très puissant aussi, là. Si ça, oui, c'est important, là, mais tu sais, c'est comme si ça. Tu es de même, là, tu ne crées pas la confiance. Tu sens, oups, ça dérange. Peut-être que la prochaine fois qu'il va y avoir une promotion, ça ne sera peut-être pas moi ou je ne sais pas quoi, tu sais. Tout le non-verbal et tout ça. Fait que c'est ça qu'on essaye de faire, d'être cohérent avec nos valeurs,
de soutenir les familles. Puis nous autres aussi, un peu comme Francis, notre taux de rétention des employés est quand même super, super bon. Je pense que les gens, en tout cas, les gens semblent vraiment aimer travailler chez nous. Puis je pense que c'est en grande partie pour ça. Puis aussi parce que je pense que les gens ils aiment la mission, là, ils aiment ça partager, à faire la promotion de paternité, coparentalité, engagement des familles. Les gens tripent sa mission, mais c'est aussi, je pense, qu'ils se sentent respectés dans leur vie personnelle et familiale. Puis ça fait clairement la différence. Pour, euh, pour les employeurs qui nous écoutent, qui se disent peut-être, ouais, OK, j'ai envie de mettre des changements en place, j'ai envie de faire des choses, des premiers pas peut-être, ou des pas supplémentaires, parce que la plupart des entreprises sont quand même déjà minimalement engagées en matière de conciliation. Ce serait quoi les petites actions qu'ils pourraient mettre en place demain matin ou la semaine prochaine pour pouvoir améliorer les choses? Une petite bouchée qu'ils pourraient prendre, à ton avis, Francis? Un truc très simple là, que tu peux instaurer rapidement si on ne le fait pas déjà, c'est des fameux sondages, là. Juste que moi, je fais des sondages simples. Fait que les gens, ça prend peut-être max 5 minutes à répondre. Puis je m'assure, il y a deux choses. Parce que un sondage, le danger, là, c'est que là, la personne peut sentir est-ce que je vais dire la vérité, puis là, je vais me faire taper dessus tantôt, ou ils veulent réellement savoir c'est quoi l'enjeu, tu sais. Fait que avant le sondage, je parle aux employés, puis je leur dis clairement, l'intention du sondage n'est pas anonyme. Parce que si anonyme, puis tu me donnes un enjeu de ça, j'aime pas ça dans l'entreprise, je devrais améliorer ça. Ben, je peux pas te parler. Moi, j'ai besoin, tu peux pas juste me dire le problème, puis je peux pas échanger avec toi pour le comprendre. Fait que j'explique clairement que le sondage, j'ai ton nom pour qu'on puisse échanger après ça sur comprendre le problème puis l'enjeu. Parce que si on ne fait pas ça, ben là, ça va être dur à améliorer réellement quelque chose. Puis d'un sondage, tu vas quand même voir probablement des choses qui reviennent. Puis par là, ben, c'est facile de prendre une action face à quoi que ce soit qui a été dit dans le sondage. Puis même moi, après, souvent, je vais quand même juste faire un suivi de hey, tu sais, t'as pas répondu au sondage, y a-tu une raison? Puis souvent, oh non, tout est beau, je sais pas trop quoi. Mais là, j'essaie d'approfondir un petit peu. Ouais, mais OK, tu me donnes une note de combien comme employeur sur 10, mettons. Ben là, il veut pas dire 0, il veut pas dire 10. Fait que là, hey, je sais pas, 9 sur 10. OK, pourquoi tu me donnes 9? Qu'est-ce qui est bon? Ben, il y a ça de bon. Parfait, tu ne m'as pas donné 10. Il doit y avoir un enjeu. Ouais, mais là, je ne donne jamais 10, moi. Non, non, là, tu as dit 9. Dis-moi quelque chose qui s'en va à 10, tu sais. Parce que mon intention réelle n'est pas juste de sonder le monde. Je veux améliorer l'entreprise qu'on est. Fait que je pousse quand même à avoir des réponses parce que c'est au départ, surtout, là, quand tu commences à faire ça, tout est beau, tout le monde est content. Là, dis, bon, là, ça devient un enjeu. Si tout le monde est content de tout, là, c'est pas normal. Fait que ce que je retiens, c'est d'ouvrir le dialogue, en fait, là, puis que ce soit par un sondage ou par peut-être des rencontres avec les employés, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue pour mieux comprendre les enjeux, puis forcément les besoins aussi. Après ça, ça permet, comme tu dis, de passer à l'action de manière plus concrète. Tu sais, c'est ça, ça peut être, comme tu dis, un sondage que là, tu fais une rencontre, tu vas dîner avec un employé, peu importe c'est quoi. Le but, c'est d'avoir un besoin. Puis s'il y a-tu un besoin qui revient de plusieurs personnes, bien, commence avec celui-là. Puis, Je comprends bien. De ton côté, Raymond, ça serait quoi les petites actions qui pourraient être mises en place, à ton avis? Moi, je trouve ça une affaire qui est bien, bien importante, qui est un peu comme intangible, mais qui fait la différence, c'est qu'il faut que le message soit clair. Tu sais, si tu dis oui, il y a ça, mais ça dérange beaucoup, beaucoup quand tu le fais, mais tu peux le prendre pareil. Fait que là, tu ne le prendras pas, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai l'impression d'une espèce de clarté, de netteté de message, de communication, que le processus soit simple. À chaque fois, c'est bien, bien compliqué, puis il faut que si tu marches à quatre pattes devant le patron pour avoir quelque chose, tu ne retourneras pas la prochaine fois. Fait que j'ai l'impression, c'est comment est-ce qu'on peut comme normaliser ça, puis dire c'est normal, il y a telle affaire et tout ça.
Parce que beaucoup de gens vont se garder une petite gêne si c'est pas clair, net, précis, légitime. Fait que ça, je pense que c'est bien, bien important. Puis l'autre chose, je pense, c'est un peu comme on dit depuis le début, c'est la flexibilité, la souplesse. Parce que la vie est pleine de surprises. Ça se passe jamais exactement comme on pense. Puis on pensait que c'était à la patte, puis il arrive ça, puis tout ça. Puis, tu sais, puis maintenant, avec les familles recomposées, ça amène aussi plein de nouveaux enjeux. Tu sais, mon ex prend ses vacances à ce moment-là, moi, je les prends à ce moment-là. Puis des fois, il y a plusieurs recompositions. Fait que, tu sais, ça peut être compliqué, tout ça, là, tout ça. Ça fait que flexibilité, écoute, clarté dans les messages. Je pense que c'est un cocktail assez intéressant et assez important. Ah, effectivement, merci beaucoup. On arrive déjà à la Ah conclusion. non! Ben oui, ça a passé vite. Ouais, quand Pour même. terminer, je vous demanderais si vous aviez un message à lancer au milieu de travail, puis bonus si ça vous tente au papa. Qu'est-ce que ce serait en cette semaine québécoise de la paternité? Raymond? Euh, je pense que le message le plus important, c'est que les pères, puis peut-être même encore plus les jeunes papas de maintenant, ils veulent s'engager auprès de leurs enfants. Dans la grande, grande majorité, ils veulent être là, ils veulent être présents, c'est important pour eux autres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des inégalités avec les femmes, c'est pas ça que je dis, mais il y a vraiment comme quelque chose qui est en train de se passer. Fait que juste de dire, OK, il veut être là. C'est important pour lui, c'est identitaire. De reconnaître ça, je pense que c'est là, c'est tellement, tellement important. Puis l'autre chose que je dirais au père, ben, écoutez, vos enfants, c'est tellement important. C'est tellement, tellement important. Puis, s'il y a des affaires que vous dites, il faudrait que je fasse quelque chose, là, faites-le donc. Tu sais, des fois, on attend, puis pendant des années, on dit, il faudrait que je fasse ça. Je fais, tu sais, faites-le. Si vous avez le goût de leur dire que vous les aimez, vous avez le droit. S'il y a des affaires que vous savez, il y a des nœuds qui sont présents, il y a des affaires qui traînent, allez-y, parce que si vous ne le faites pas, vous allez rester pris avec ça. Puis en terminant, ben, je leur souhaiterais à tous les papas une super belle fête des pères. Profitez-en. Puis je vous souhaite aussi qu'il y ait des gens qui vous célèbrent, puis que vos enfants, ils vous envoient des beaux petits messages, puis qu'ils disent qu'ils vous aiment, parce que au bout de la vie, c'est ça qui est le plus important. Merci, Francis. Ben moi, ça serait aussi, c'est un peu en lien avec Raymond, là, c'est dans l'affirmation aussi comme père, là, que autant dans le milieu du travail que dans le couple, de se tu sais, tu l'as dit, on est important, le père est important. Puis ce que je vois parfois autour de moi, c'est que le père, ben, il se sent beaucoup moins important que son conjoint ou sa conjointe, là. Mais si tu as ce désir-là d'être présent avec tes enfants, puis d'être un père, ben juste de t'affirmer, de le dire, de le nommer, puis autant que tu sois un gestionnaire ou un employé, ben probablement, puis là, juste s'affirmer ne veut pas dire j'ai mon point de vue, puis moi c'est ça, puis c'est tout, là. Mais c'est au moins de nommer ce qu'on aimerait avoir, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait améliorer, parce que si on n'est pas capable de le nommer, ça va être vraiment difficile d'être un bon père parce qu'on ne fera pas de changement si on n'est pas capable de se connaître nous-mêmes. Puis ça, ben, c'est quand même un défi aussi en soi. Puis ce que je dirais au père, petite histoire rapide, là, mais c'est par rapport à l'engagement. L'engagement est tellement différent d'un père à l'autre, d'une personne à l'autre, que c'est pas. Il y en a qui travaillent beaucoup, puis c'est pas grave, là. Il faut aussi comprendre, tu sais, moi, mon père, il a travaillé beaucoup d'heures quand j'étais jeune, là. Il devait faire des 80-100 heures par semaine, puis il travaillait de nuit la fin de semaine, puis les trois fils, on n'a jamais réalisé qu'il a travaillé beaucoup. On a toujours pensé qu'il était là à tous les soupers, toutes les fins de semaine, jusqu'à peut-être à une vingtaine d'années qu'on avait une discussion, puis à un moment donné, je pense que c'est mon père ou ma mère, ils étaient comme non, non, il était jamais là, tu sais. Mais nous, il était jamais là. Il était pas présent souvent, peut-être, mais il était tellement présent quand il était là
que pour nous, ce moment-là passé avec lui, même si on avait 5 heures peut-être d'une semaine, je ne sais même pas c'est quoi le nombre d'heures, mais il était tellement là qu'on n'a jamais rien senti. On a toujours pensé, il a toujours été là pour nous, soit à répondre aussi si on avait besoin d'aide. Fait que ça, c'est un enjeu que des fois, je sens aussi là, qu'on veut passer beaucoup de temps, mais même si tu passes 5 heures, puis tu es sur ton téléphone, tu penses à la job, puis tu es ailleurs, tu n'es pas là. T'sais. Fait que sois présent quand tu es présent. Puis après ça, si pour X raison, il faut que tu fasses beaucoup d'heures, ben, c'est possible aussi, puis c'est une réalité qui est correcte comme père aussi. Ouais. Fait que, bonne fête des pères à tous. Aimez-vous, soi-même et les autres et tout le monde. Puis appelez votre père pour lui dire bonne fête des pères. Ouais. Ah oui! Merci, messieurs, pour la super belle discussion. J'ai trouvé ça enrichissant de mêler des perspectives qu'on n'a pas toujours l'habitude de mêler. On est allé vraiment dans les pratiques organisationnelles, mais aussi dans le vécu, dans le ressenti des pères pour avoir un beau mélange, parce qu'en fait, c'est ça la vraie vie. Hein? On le disait au début même, on ne peut pas scinder qui on est, on ne peut pas scinder nos réalités. Bien, je pense que ça a été un peu à l'image de ça, le webinaire d'aujourd'hui. Puis moi, j'aurais envie de dire aux pères, osez être un modèle dans votre milieu de travail pour faire du pouce, ce que tu disais, Francis. Osez être le père qui va demander peut-être en premier certaines mesures ou qui va oser démontrer son engagement. Je suis certaine que vous en inspirez plusieurs autres. Puis au milieu de travail, j'ai envie de dire, vous pouvez jouer un rôle important là-dedans. Vous pouvez faire la différence. Vous pouvez ouvrir le dialogue pour les pères qui n'osent pas. Donc, je pense que chacun, on a une responsabilité à avoir là-dedans. Donc, bonne semaine québécoise de la paternité à tout le monde. À Raymond en particulier, bonne poursuite de tournée des médias. Merci infiniment également, Francis, pour ta présence, ton témoignage, tes partages. C'était ultra intéressant. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là et bonne fin de journée. Merci. Bye tout le monde. Merci.